C'est l'actualité éditoriale, chers téléspectateurs, qui va me fournir la matière de mon sujet d'aujourd'hui. En effet, les éditions du Cerf viennent de publier un ouvrage collectif dirigé par l'historien Zeev Sternel, un ouvrage intitulé « L'histoire refoulée », un ouvrage qui porte sur les croix de feu du colonel de la Rocque. Sujet récurrent, très souvent abordé, quand on évoque la possible existence d'un fascisme français durant les années 1930. Et cet historien, Zeev Sternel, est un spécialiste de la question d'une certaine manière, puisqu'il y a une trentaine d'années maintenant, avec sa droite révolutionnaire, il a été le théoricien de l'existence en France, avant la guerre de 14, d'un proto-fascisme dont il voit des traces aussi bien dans le boulangisme que dans les ligues anti-dreyfusardes, que dans des auteurs comme Maurice Barrès ou Charles Maurras, par exemple. Cela dit, cet ouvrage qui vient de paraître est loin de faire l'unanimité. Éric Roussel, dans Le Figaro, par exemple, parle à son propos de citations truquées, présentées hors contexte, et il nous dit qu'il s'agit là d'un livre d'histoire donc bien étrange. Il était donc nécessaire de faire le point à ce sujet et de revenir sur ces croix de feu du colonel de la Rocque qui font la matière de cet ouvrage. Alors tout d'abord, bien sûr, il s'agit de présenter le personnage lui-même, François de la Rocque, né en 1885 à Lorient, mort à Paris en 1946, qui fut le leader des croix de feu, puis ensuite du Parti social français créé en 1936 après la dissolution de l'association des croix de feu. La Rocque, c'est un fils de général, tout à fait intégré dans le milieu militaire, dans un milieu également proche du catholicisme social. Son père était proche, par exemple, d'Albert Demain, proche du journal La Croix et des Assomptionnistes. Il va préparer Saint-Cyr, qu'il intègre en 1905, et va entamer ainsi une carrière militaire tout à fait dans la tradition familiale. Son frère aîné, d'ailleurs, sera tué en 1915 pendant la Première Guerre mondiale. Deux de ses fils mourront pendant la Seconde Guerre mondiale. Un autre sera blessé pendant la campagne de 1940. Donc une tradition militaire tout à fait classique. François de la Rocque, après son passage à Saint-Cyr, va servir au Maroc entre 1911 et 1916, puis nous allons le retrouver ensuite en France métropolitaine pendant la guerre, évidemment. Il est capitaine sur le front, dans les tranchées, grièvement blessé, considéré même initialement comme inapte à faire campagne, mais il revient au front, combat sur la Somme au 135e Héry en 1916. En 1918, il a 33 ans, il est le plus jeune chef de bataillon dans l'armée française, et il va terminer la guerre avec la Croix de guerre, 9 citations, et avec le grade d'officier de la Légion d'honneur. Il va ensuite servir en état-major de 1919 à 1927 auprès de Foch, auprès du général Nischel en Pologne, à Varsovie. On va le retrouver ensuite au Maroc en 1925, où il est au 2e bureau au moment de la reddition d'Abdelkrim pendant la guerre du Rif. Puis il va quitter l'armée en 1928 avec le grade de lieutenant-colonel. Il a été éprouvé à l'époque par le décès de l'un de ses enfants. En 1929, il va rejoindre l'association des Croix de Feu. C'est une ligue d'anciens combattants fondée par Maurice d'Artois et qui réunit des combattants qui ont été blessés au feu, qui ont combattu en tout cas en première ligne.
Il va devenir le président en 1932 de cette ligue et il exercera cette fonction jusqu'en 1936, date de la dissolution des Croix de Feu. Nous y reviendrons dans un instant. Entre-temps, en 1931, il a été fait commandeur de la Légion d'honneur. Ces fonctions de patron des Croix de Feu vont se traduire par un succès grandissant de la Ligue. Il y a en effet 2000 adhérents en 1929, il y en a 15 000 en 1931, 80 000 en 1932, 150 000 en 1934 et on arrivera à 300 000 au début de 1936 avant la dissolution qui interviendra au mois de juin de cette année-là. Larocque à l'époque a publié en 1934 un livre intitulé Service public dans lequel il présente en quelque sorte sa vision des choses, de la société, inspirée du catholicisme social, une vision dans laquelle il réclame un exécutif fort, c'est une revendication récurrente de beaucoup face à une troisième république parlementaire qui brille souvent par son impuissance. Il prône également l'association du capital et du travail et s'inquiète surtout aussi du danger allemand, et ce très tôt, dès le début des années 30, alors que Hitler n'arrive au pouvoir qu'en janvier 1933. Un point également intéressant, il se distingue très nettement de la Ligue d'Action française, même si on trouve les Croix de Feu manifestant parfois avec l'AF, Larocque dénonce l'extrémisme, le radicalisme de Maurras et de l'Action française. Lui, il entend rester respectueux des institutions républicaines, de la légalité républicaine, ce qui le distingue des autres ligues nationalistes qui sont apparues alors. On le voit bien en 1934, au cours du mois de janvier, alors que se multiplient les manifestations boulevard Saint-Germain à partir du déclenchement de l'affaire Stavisky, les Croix de Feu restent en retrait et surtout le 6 février 1934, ils vont aller manifester, mais ils restent sur la réserve et déployés sur la rive gauche de la Seine, ils ne cherchent pas à forcer les barrages qui permettraient d'accéder à la Chambre des députés, ce qui évidemment leur vaudra les critiques de l'Action française, mais Larocque a prévenu, il veut purifier la République et non pas la renverser. Il ne met pas beaucoup d'espoir pour autant dans le gouvernement d'union nationale de Gaston Doumergue qui est constitué à l'issue de la crise. Il le considère, dit-il, comme un palliatif sans avenir, comme un emplâtre contre la gangrène, mais il entend toutefois continuer à critiquer une République qui, dans la forme institutionnelle qui est alors la sienne, n'est pas en mesure de relever, pense-t-il, les défis du moment. Il dénonce les politiciens corrompus, dénonce l'électoralisme, porteur de démagogie et de décadence, et en janvier 1936 même, il déclare même que briguer un mandat électoral lui donne des nausées. Donc il reste assez hostile, on le voit, à la République parlementaire, même si, encore une fois, il demeure résolument légaliste. Cela lui vaut l'hostilité évidemment de ceux qui sont à sa droite, nous l'avons dit, l'Action française, et Blum lui-même reconnaîtra que le 6 février, eh bien, l'attitude des Croix de Feu a permis d'empêcher que l'Assemblée ne tombe aux mains des émeutiers, ce qui évidemment vaut preuve pour les camelots du roi qui dénoncent le colonel. Alors celui-ci honore les anciens combattants au sein de son organisation, bien sûr, et ce qui est notable, tous les anciens combattants. C'est ainsi que de 1932 à 1936, régulièrement sont organisées tous les ans des manifestations en souvenir des combattants juifs, français juifs, qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale à la synagogue de la rue de la Victoire, en liaison avec le grand rabbin Joseph Kaplan, qui est un proche de Larocque. Aujourd'hui, d'ailleurs, encore aujourd'hui, le grand rabbin Haïm Korsia rappelle que Larocque a toujours dénoncé l'antisémitisme comme incompatible avec ce qu'avait été l'union sacrée au sein des tranchées.
Alors sur ce, le Front populaire arrive au pouvoir, on le sait, à l'été de 1936, à l'issue des élections du printemps, dans un contexte très tendu. Quelques semaines plus tôt, les obsèques de Jacques Bainville ont entraîné des manifestations d'hostilité où Blum a été quelque peu malmené. Et donc en juin 1936, le nouveau gouvernement va décider la dissolution des ligues, y compris le mouvement des Croix de Feu. Alors Larroque s'en indigne car il considère que les Croix de Feu ne sont pas une ligue, que ces militants ne portent pas d'uniforme, qu'ils ne constituent pas une milice armée, ils ne portent pas d'armes bien sûr sur eux. Mais cela dit, même s'il critique cette dissolution, Larroque refuse de recourir à la rue car il craint par-dessus tout, dans le contexte de l'époque, le déclenchement d'une éventuelle guerre civile. Il faut bien rappeler ce qui va se passer en Espagne au cours de ces semaines-là. En juillet 1936, il va fonder, avec l'aviateur Jean Mermoz, le héros de l'aéropostale, il va fonder le Parti social français, un vrai parti politique et non plus une ligue, une association d'anciens combattants. Il faut dépasser ce simple cadre selon lui. C'était entamé déjà avant, avec l'adjonction à la Ligue des Croix de Feu des volontaires nationaux et des fils et filles de Croix de Feu. C'est chose faite maintenant à partir de l'été 1936. Une plaquette intitulée « Une mystique, un programme » est tirée à près d'1 million d'exemplaires et distribuée dans toute la France. Quel est le programme justement en question? D'abord le respect des institutions républicaines, qu'il faut réformer, certes, mais on se contenterait à l'évidence d'un régime présidentiel, un exécutif plus fort, en gros ce que fera quelques décennies plus tard la Ve République. Il veut également, ce programme, associer le capital au travail pour surmonter la lutte des classes. Il veut une ouverture sur le social. Ça correspond à tout l'héritage catholique et social que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que le PSF réclame aussi que le suffrage universel soit étendu aux femmes, ce qui n'interviendra, on le sait, qu'en 1945, à l'issue de la guerre. En tout cas, le parti rencontre un écho considérable dans le pays. En 1939, il compte près d'1 million d'adhérents et il est de loin le premier parti de France. C'est intéressant, mais cela n'aura pas de traduction politique puisque entre les élections du printemps 1936 et la guerre, il n'y aura pas d'autres élections législatives, donc il n'y aura pas l'occasion pour le PSF de vérifier dans les urnes le renforcement de son influence et de son audience. C'est un parti qui n'appelle pas à la violence. Il y a bien des incidents en mars 1937 à l'occasion d'une réunion du PSF à Clichy, mais ils sont le fait des antifascistes, entre guillemets, rameutés par le parti communiste qui veulent empêcher la réunion. Il y a même quelques victimes, mais ce n'est pas à l'origine le fait du PSF, qui va se doter d'organisations dérivées, des syndicats professionnels français, une société de préparation et d'éducation sportive, une association créée avec Mermoz qui s'appelle Travail et Loisirs, qui sera primée lors de l'exposition universelle de 1937. Donc un grand parti de masse se constitue alors, mais qui, encore une fois, du fait des circonstances et du calendrier, n'aura pas l'occasion d'avoir des résultats électoraux correspondant à l'influence et au poids qui sont devenus les siens. Ce parti, il a une presse avec une souscription regroupant des milliers de gens. On va pouvoir acheter en juillet 1937 le Petit Journal, dont Larroque est le directeur, un journal dans lequel on retrouve les signatures de Jacques de la Cretelle, d'André Mauroy, de Georges Duhamel, de Roger Vercel, de Daniel Rops. Et outre ce Petit Journal, il y a 17 périodiques
publics en province qui sont des périodiques, des journaux qui dépendent du PSF. Alors ce PSF, quelle va être sa posture dans le jeu politique tel qu'il se présente en cette fin des années 30? D'abord, dans un premier temps, en juin 37, Larroque refuse de rejoindre le Front de la Liberté créé par Doriot, fondateur lui-même en juin 36 du Parti populaire français. En effet, ce Front de la Liberté, qui se veut un front anticommuniste, risque, selon Larroque, de diviser profondément les Français, d'engendrer les conditions d'une possible guerre civile, donc il y est hostile. Il faut dire aussi qu'il craint la concurrence de Doriot, qui a également sa clientèle populaire importante. Il craint également les initiatives prises par ce que l'on a appelé la cagoule, le comité secret d'action révolutionnaire, c'est-à-dire une minorité clandestine qui, formée de gens issus souvent des camelots du roi, après la dissolution des ligues, a décidé de passer à l'action violente. Cela, Larroque n'en veut pas. Il ne veut pas non plus qu'on cherche à impliquer l'armée dans le jeu politique. Elle doit rester à l'extérieur de celui-ci, selon lui. Ce qui lui vaut évidemment l'hostilité de la droite radicale. C'est l'époque où Pozzo di Borgo, avec son Larroque fantôme à vendre, accuse Larroque d'avoir touché de l'argent des gouvernements Tardieu et Laval, ce dont il se défend avec véhémence, mais l'accusation est relancée par des journalistes en vue comme Philippe Henriot ou Xavier Vallat. Larroque, à ce moment-là, doit également prendre position sur le plan des questions internationales. La France est, dit-il, en sursis de guerre et il s'oppose résolument au régime soviétique et nazi. Il dénonce en novembre 1938 la nuit de cristal, le pogrom antisémite qui a eu lieu en Allemagne après l'assassinat à Paris d'un conseiller d'ambassade allemand par un réfugié juif polonais. Dès décembre 1937, il va deviner en quelque sorte ce que pourrait être dans un avenir proche le pacte germano-soviétique, le rapprochement inattendu entre les deux régimes totalitaires. Il l'explique clairement dès 1937, 2 ans donc avant le pacte germano-soviétique d'août 1939. Et puis, la guerre arrive. En juin 40, l'éditorial qu'il publie dans le Petit Journal s'intitule « Résistance ». Certes, on va signer l'armistice, mais il rappelle que l'armistice, c'est une situation temporaire et qu'en aucun cas, il faut engager une collaboration avec l'Allemagne telle qu'elle sera formulée, au moins dans son principe, quelque temps plus tard, par le maréchal Pétain. Il se distingue également des gaullistes réfugiés à Londres. Il explique « Ne soyez pas gaullistes, mais gaulois », car De Gaulle apparaît comme un déserteur à ses yeux. En plus, il s'appuie sur les communistes, entre autres. Et tout cela, évidemment, fait que Larroque le condamne. Il va ensuite, s'il manifeste son loyalisme vis-à-vis du maréchal Pétain, marquer son hostilité au gouvernement de Pierre Laval, au gouvernement qui s'est installé à Vichy. D'ailleurs, le parti, de toute manière, en août 40, va être interdit en zone occupée par les Allemands. En octobre 40, Larroque se prononce contre le statut des Juifs qui vient d'être promulgué, même s'il approuve par ailleurs l'abrogation du décret Crémieux qui avait permis en Algérie la naturalisation des Juifs indigènes. Il est critiqué par Doriot dans le Cri du peuple du fait de son hostilité systématique à l'occupant. Et
puis, entre-temps, il a changé le nom du parti. Le Parti social français, ça ne satisfait plus parce que le mot parti a une connotation tout à fait péjorative. Et ce parti va devenir le Progrès social français, mais il sera de toute manière dissous sur l'ordre des Allemands en novembre 1942. Larroque interdit à ses gens, à ses partisans de rejoindre le service d'ordre légionnaire et puis ensuite la milice. Il se prononce également contre la Légion des volontaires français, contre le bolchevisme. Il se prononce également contre le service du travail obligatoire. En même temps, il ne rejoint pas la dissidence gaulliste, même si dès 1941, à travers le réseau Alibi, il entre en contact avec l'intelligence service anglaise et fournit des renseignements donc aux Anglais. Il garde son attitude loyaliste vis-à-vis de Pétain malgré tout, mais en mars 1943, il est arrêté par la Gestapo en même temps que 152 dirigeants du Progrès social français. Il est emprisonné à Moulins, à Fresnes, au Cherche-Midi, puis ensuite en Tchécoslovaquie, au camp de concentration de Flossenburg, puis ensuite au château d'Iter en Autriche, où il est rejoint par Édouard Daladier, Jean Borotra, Léon Jouot, Paul Reynaud. Donc il est détenu en Allemagne, il sera libéré par les Américains en mai 1945, mais de retour en France, eh bien, il subit un internement administratif jusqu'au 31 décembre, avant d'être tout simplement assigné à résidence jusqu'à sa mort le 28 avril 1946. On lui rendra justice. En 1961, eh bien, il recevra à titre posthume la médaille de la déportation et de l'internement pour fait de résistance. Et à cette époque, le gouvernement de Michel Debré lui présentera à sa famille des excuses pour le sort qui lui a été réservé. Alors le débat, évidemment, continue, je l'ai dit. Des historiens comme Joseph Sternel veulent à tout prix que le PSF et les Croix de Feu aient représenté un fascisme à la française, mais à l'évidence, tous les spécialistes de la question, tous les spécialistes français de la question notamment, de René Raymond à Michel Vinocq, ne s'inscrivent pas du tout dans cette ligne-là. François Mitterrand lui-même, dans le livre de Pierre Péan, Une jeunesse française, explique que Larroque a été injustement traité et que lui-même avait été séduit par le personnage. En fait, Larroque s'inscrit dans l'héritage bonapartiste de la droite française, héritage bonapartiste qui a été brillamment analysé par René Raymond. Et au bout du compte, eh bien, on peut résumer son parcours à l'éditorial qu'il écrit en juin 1940 dans le Petit Journal, « Résister aujourd'hui, demain, toujours ». Voici le dernier épisode de cette fameuse recherche du passage du Nord-Ouest. Après toutes les expéditions pour trouver le passage maritime entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, une seule expédition arrivera à franchir le dernier tronçon qu'il manquait pour atteindre l'océan à l'ouest, une expédition montée 55 ans après celle de Franklin, une seule qui allait vaincre le froid polaire, les pièges de la glace, l'hostilité de cette nature inhumaine, c'est celle de l'illustre explorateur norvégien Roald Amundsen. Amundsen est plus connu aujourd'hui pour d'autres expéditions et surtout la plus célèbre, celle qui va lui permettre d'atteindre le pôle Sud. Mais pour le moment, Roald Amundsen n'a pas 30 ans et c'est le passage du Nord-Ouest qui l'intéresse. Il a toujours été l'un de ses rêves d'enfant. Il a été très admirateur de Franklin, très curieux. Et il va trouver pour son projet un appui précieux en la personne d'un autre explorateur norvégien, moins connu aujourd'hui, mais tout aussi audacieux, car c'est lui qui, entre autres exploits, va traverser le Groenland. Il s'agit de Fridtjof Nansen.
Nansen, fort de son expérience, plus âgé qu'Amundsen, va lui donner des conseils précieux. Ils vont beaucoup échanger, partager leur expérience. Et comme Nansen, Amundsen décide pour son expédition de voyager léger et de s'adapter complètement au milieu hostile de la banquise. En outre, Nansen va l'appuyer dans ses démarches, lui présenter les bonnes personnes, car Amundsen a un petit peu de mal à boucler son budget, hein. Il a du mal à trouver le financement pour son expédition. Il va d'ailleurs y consacrer une partie de sa fortune en vendant ses parts dans l'entreprise familiale. Alors Nansen va l'aider hein, quand même en partie. Il y a quelques fonds privés qui vont arriver. Et puis ils auront une petite aide aussi du gouvernement suédois. Mais tout cela va compléter insuffisamment les besoins de l'expédition. Heureusement, les qualités d'organisateur de Roald Amundsen vont pallier le manque de moyens. On va voir qu'il va prendre son temps pour préparer cette expédition. Il va la préparer pendant 3 ans. Déjà, en 1900, il commence par passer son brevet de capitaine au long cours. Ensuite, il va acheter un bateau pas très grand, le Gjoa, qu'il équipe d'un petit moteur de 16 chevaux. Ce Gjoa est un bateau de pêche, la pêche au hareng. Hein. Il est assez modeste, 21 mètres de long, 48 tonneaux, mais de toute façon, Amundsen n'a pas les moyens d'en acheter un plus gros et il n'a pas l'intention, de toutes les façons, d'emporter les vivres pour toute la durée de l'expédition. Il compte bien réussir à vivre des ressources locales. De plus, il recrute un équipage réduit de 6 personnes, hein, dont le plus âgé a 40 ans et le plus jeune 25. En revanche, il soigne la qualité de son équipage. Hein. Ce sont des hommes aguerris au froid polaire, à la navigation et qui sont surtout multitâches. Il y a d'abord le commandant en second, Gottfred Hansen, qui fait lui fonction de météorologiste, de navigateur, d'astronome, de géologue et de chirurgien. C'est un homme qui est très cultivé et puis qui a un bon caractère, qui raconte volontiers des histoires pendant les veillées. Il y a ensuite le barreur, Elmer Hansen, qui est un pilote de navire polaire, qui est rompu à la navigation dans les glaces et qui est un bon musicien. Il joue de l'accordéon et c'est lui qui va égayer les longues soirées d'hiver pendant l'expédition. Ensuite, nous avons Anton Lund, un baleinier et chasseur qui a plus de 25 campagnes polaires de pêche à la baleine à son actif. Il y a Peter Rivsets, qui est un sergent dans l'infanterie à ski norvégienne. Il est forgeron, éleveur de chiens, très important, hein, puisqu'on va voir qu'ils vont utiliser les traîneaux et les chiens de traîneau. Ensuite, Adolf Henrik Lindström, qui est le cuisinier, qui lui a aussi participé à de nombreuses navigations dans les mers glacées, mais surtout qui a travaillé dans des grands restaurants d'Europe. Et ça aussi, ça a beaucoup d'importance, parce qu'il va savoir accommoder les mets du bord, faire des plats délicieux, et c'est très bon pour le moral. Alors, enfin, il y a Gustav Wijk, le plus jeune, le sous-officier d'artillerie. Il est le Benjamin hein, donc de l'équipe, qui est un bout en train. Il a toujours une histoire drôle à raconter. Alors, malheureusement, c'est le seul qui décédera, on verra pendant l'expédition, de maladie, et il ne rentrera pas en Norvège. Alors, ce Wijk est spécialiste des instruments et des relevés magnétiques. Et c'est très important, car Amundsen, pour son expédition, s'intéresse aussi à la recherche du pôle magnétique, appuyé en cela par Nansen, qui lui conseille d'avoir un objectif scientifique pour cette expédition. C'est d'ailleurs Nansen qui va lui conseiller d'aller voir le spécialiste des champs magnétiques, un Allemand, Neumayer, qui va former Amundsen pendant 6 mois. L'expédition va, par la suite, livrer des données et des mesures extraordinaires hein, et inégalées pour l'époque sur le magnétisme polaire. Les scientifiques vont avoir des données pour longtemps à étudier. Amundsen et son équipe vont déterminer la position du pôle magnétique et confirmer qu'il est en continuel déplacement. Vous voyez, beaucoup de progrès. Voilà, vous voyez que Roald Amundsen organise donc son expédition, non pas comme les énormes et lourdeaux d'expéditions précédentes, il ne commet pas les mêmes erreurs. Il insiste par ailleurs sur la condition physique de son équipage, et en particulier sur la sienne. Il s'entraîne sans relâche, hein, il forge son corps à affronter des conditions de vie qu'il sait extrêmes. Alors, c'est avant le lever du jour, pour échapper à un créancier un peu trop impatient,
qu'Amundsen lève l'ancre le 16 juin 1903 du port de Christina, aujourd'hui Oslo, et cingle vers le Groenland. Amundsen a 31 ans. Le 9 juillet, sur la côte septentrionale, le Gotcha fait escale et charge du pétrole et des chiens de traîneau sur la côte septentrionale du Groenland. Ensuite, il pénètre dans la baie de Melville, où là les choses deviennent un peu plus sérieuses, car des morceaux de glace dérivent partout et risquent à tout moment d'endommager le navire. Il faut ensuite une autre escale à Dalrymk-Rock, où un baleinier a déposé 500 caisses de vivres à l'intention du Gjoa, qui a un tonnage limité et que Amundsen, qui avait bien anticipé les choses, ne voulait pas surcharger pour aborder l'Arctique. Ensuite, les Norvégiens ont de la chance par rapport aux autres expéditions, car en 1903, les glaces n'obstruent pas les chenaux. Elles ont fondu. Et c'est pour ça qu'ils arrivent, non pas facilement, mais plus aisément que les autres expéditions, le 23 août, là où les navires de Franklin ont passé leur premier hivernage, sur l'île de Beechey. Durant toute leur progression, il y a néanmoins une difficulté importante qui est très dangereuse, ce sont les hauts fonds. L'équipage va utiliser la chaloupe pour sonder et éviter que le Gjoa s'échoue. La progression est lente. Amundsen va alléger plusieurs fois le navire, en particulier en balançant par-dessus bord la nourriture, enfin une partie de la nourriture pour les chiens. Une fois, le Gjoa va briser sa fausse quille en essayant de se dégager. L'équipage manque de devoir l'abandonner. Puis finalement, ils finissent par réussir à l'alléger. Roald Amundsen décide de passer par le détroit de Peel et d'hiverner après sur la côte sud de l'île de Roi Guillaume, dans une baie qu'il baptise la baie de Gjoa. C'est là qu'ils vont faire les meilleurs relevés magnétiques, les plus précis et les plus complets. Ils vont y rester 2 ans. Amundsen va se lier avec les Inuits, il va apprendre leur langue, apprendre auprès d'eux à chasser, à pêcher, à améliorer sa conduite des chiens de traîneau, en fait à survivre en milieu hostile. De plus, ils vont faire du troc avec les Inuits et ils vont ainsi améliorer les conditions de vie de l'équipage. Ils vont s'approvisionner en vêtements chauds, c'est important aussi, cousus par les Inuits, en abandonnant les lourdes vestes lainées occidentales. Ils vont se fournir en nourriture locale. Ce sera la grande force, c'est la grande force de cette expédition, savoir s'adapter autant sur mer que sur terre. Alors on va voir qu'Amundsen ne fait pas prendre de risques non plus inconsidérés à ses équipiers. Il va renoncer à une expédition pour aller faire des relevés en direction du pôle Nord magnétique parce qu'il va considérer qu'il fait trop froid et qu'il les met en danger. Ils vont faire demi-tour. Donc après 2 hivernages durant lesquels la vie de l'équipage est rythmée par les tâches de chacun, relevé astronomique et météo pour le commandant second, relevé magnétique pour Wilcke, chasse et pêche, cuisine pour Lindström, l'ambiance est bonne car personne n'est inoccupé et la nourriture est excellente et voilà, encore une fois, chacun maintient le moral de tous dans cette nature hostile. Le 13 août 1905, Amundsen recommence la navigation vers l'ouest et parvient au point le plus à l'est, le cap Kolborn, atteint par les navires venant du détroit de Bering. La jonction est faite, le passage du nord-ouest est en passe d'être franchi. Mais les difficultés s'accumulent à nouveau à cause de la glace, rendant la progression dangereuse. Amundsen décide de s'arrêter une nouvelle fois pour ne pas prendre de risques. Ils entament un 3e hivernage sur l'île de Herschel au mois de septembre 1905. Mais Roald Amundsen est impatient d'annoncer au monde cette victoire. Le problème, c'est que le premier télégraphe est à la base de Eagle City dans le Yukon à plus de 1500 km aller-retour. Qu'à cela ne tienne, en plein hiver, enfin au début de l'hiver, au mois d'octobre 1905, il part à traîneau avec Rivset, le meilleur skieur, celui qui sait très bien soigner les chiens, jusqu'à Eagle City, où il télégraphie le 5 décembre 1905 que le passage du Nord-Ouest est vaincu. Son aller-retour prendra 5 mois. Quand ils reviennent, en mars 1906, le retour est attristé parce que le jeune Gustav Wilcke est malade d'une pleurésie et il meurt quelques jours plus tard. C'est le seul membre de l'expédition qui ne revient pas de l'aventure. Il est inhumé d'ailleurs dans la cabane qui lui servait de poste d'observation. Le Gjoa reprend la mer en juillet 1906 et après encore une fois des difficultés immenses, naviguant dans des passages étroits, les hauts fonds, la glace, encore des tempêtes malgré la progression lente, à cause plutôt de la progression lente, ce n'est que le 27 août 1906 que le second d'Amundsen descend dans la cabine du commandant qui se repose après son quart
et annonce à Roald qu'il y a une voile en vue. Ce sont les eaux libres du détroit de Bering. Il y a un navire américain qui croise, les navires se saluent. Le passage du Nord-Ouest est vaincu plus de 400 ans après les premières tentatives. Roald Amundsen apprend en Alaska que depuis le départ de son expédition, la Norvège est devenue indépendante de la Suède et il peut écrire à son souverain, Haakon VII. C'est un grand exploit pour la Norvège, votre sujet royal, Roald Amundsen. Dans ses mémoires, un peu plus tard, il confie « Le passage du Nord-Ouest avait été accompli. Mon rêve de jeune garçon, à ce moment précis, était réalisé. » Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Descartes, qui est un habitué de notre émission. Jean Descartes qu'on ne présente plus, historien des grandes dynasties européennes, les Habsbourg, les Windsor, les Romanov, historien aussi des trains célèbres. Il est l'auteur d'un dictionnaire amoureux des trains et d'ouvrages consacrés à l'Orient Express ou au Transsibérien. Il nous propose aujourd'hui un Élisabeth II, la reine d'Angleterre, donc aux éditions Perrin, qui s'inscrit dans la même continuité que ses autres ouvrages en termes de sérieux et de qualité. C'est un gros ouvrage de plus de 500 pages qui a le mérite également d'être richement illustré et qui nous présente une biographie complète donc de cette reine d'Angleterre installée sur le trône depuis 1952, qui va fêter, je crois, le mois prochain son 93e anniversaire et qui, après divers aléas, a retrouvé manifestement une très grande popularité dans l'opinion britannique. Alors, Élisabeth II, Jean Descartes, en fait, elle fait partie de notre paysage depuis les années 50. J'étais enfant en 1952 lors de son couronnement, retransmis en Eurovision à la télévision. Ça, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un personnage donc qui est très familier non seulement aux Anglais mais aussi aux Européens, et un personnage qui bénéficie d'un respect, même d'une sympathie incontestable dans l'ensemble des pays d'Europe. Alors nous allons revenir sur sa vie qui a été très riche, parfois un peu animée, agitée. Alors d'abord, les choses commencent, il faut le rappeler, dans des conditions un peu inattendues, parce que, a priori, la jeune Élisabeth, elle n'avait aucune vocation à régner. Elle est née en 1926, donc, puis elle n'avait pas vocation à régner, parce que le roi George V, à sa mort, eh bien, il y avait un successeur qui allait être le roi Édouard VIII. Mais que se passe-t-il à ce moment-là? Alors d'abord, Philippe, si vous permettez, c'est la première fois que je consacre un livre à un personnage vivant, à l'heure où je vous parle. Parce que pour moi, la reine, quoi qu'il se passe, en cette actualité du Brexit, quelle que soit l'issue de ce cauchemar, la reine fait partie du paysage mondial depuis 67 ans. Voilà, c'est ça. Depuis son avènement. Donc c'est quelque chose de considérable et d'unique, en battant les records de la longévité sur le trône et d'âge de la monarchie britannique. Bien. Effectivement, elle est venue sur le trône par un accident d'histoire, par l'abdication de son oncle Édouard VIII, qui sera le futur calamiteux duc de Windsor. Mais je précise tout de même que le roi George V, son grand-père, avait jugé déjà son fils aîné, l'héritier donc présumé, le futur Édouard VIII, un peu léger, un peu noceur, un peu inconscient, et pensait déjà à l'éventualité, mais sans vraiment en parler, que sa petite-fille puisse monter sur le trône, d'où les apparitions que Lilibet faisait déjà à l'âge de 5 ans au fameux balcon de Buckingham Palace. Déjà un entraînement avec ce qu'on appelle le Royal Wave, le salut, qui demande une grande pratique.
Donc en fait, on peut dire que par un accident de l'histoire, elle va devenir la souveraine en succédant donc au frère d'Édouard VIII, qui sera le roi George VI, son père, formidable, le héros merveilleux de la guerre, le fameux roi qui bégaye, qui parle mal, mais qui va former avec Churchill un couple politico-diplomatique militaire extraordinaire. Et dès 1942, en fait, Lilibet, qui est donc à ce moment-là princesse héritière, est initiée au secret d'État, au contenu des fameuses Royal Boxes, ces boîtes de cuir rouge qui sont frappées au monogramme du souverain, et qu'elle continue de recevoir tous les jours, en plus des versions évidemment cryptées, informatisées, numérisées, ce qui fait que la reine, chef d'État, est informée de tout ce qui se passe. Alors qu'elle a, dans ces années 40, c'est une toute jeune fille, elle a 17 ans. Absolument. Et elle va garder de l'épreuve de la guerre un sens de la discipline, de l'abnégation. Elle va subir, comme sa sœur Margaret et comme toute la famille, les restrictions, un œuf par semaine, le dimanche, pendant qu'à Windsor, les joyaux de la couronne sont cachés dans des boîtes de biscuits. La crainte des bombardements, quand elle se fait enrôler comme ambulancière, conductrice de véhicules, c'est une femme extraordinairement consciencieuse et en même temps très drôle, qui a un sens de l'humour extrêmement bien placé. Et alors, son père, George VI, va disparaître de manière assez prématurée. Prématuré, usé par le pouvoir, par un cancer des poumons, par la guerre, etc. Il n'était pas fait pour régner. Petit à petit, il a appris à s'exprimer, etc. Il était très malade et on voit très bien, je publie cette photo, lorsque en 1952, Élisabeth et son mari, Philippe, le duc d'Édimbourg à l'époque, partent en voyage à la fois privé et officiel au Kenya. Longuement, le roi, George VI, salue sa fille, etc., comme s'il savait qu'il ne la reverrait pas. Oui. Et donc, quand elle revient, elle est partie princesse héritière, elle revient en reine, en noir, bien sûr. Elle n'était pas là au moment de la mort de Non, son elle père. était au Kenya, dans un arbre géant de la forêt équatoriale, et où était aménagé un hôtel. Et il y a eu un code, il y a toujours un code pour le décès du souverain britannique. Il y a eu une erreur de transmission, et c'est Philippe qui a été informé par un aide de camp de la mort du roi George VI. Et donc elle s'est mise en noir pour revenir sur le sol de la mère patrie. Elle était alors au Kenya, qui était le théâtre à l'époque de la révolte des Mau Mau. De la révolte des Mau Mau. Et justement, on peut dire que la reine a connu, quand on parle du Brexit aujourd'hui, je dirais qu'elle a tout connu. Elle a connu l'après-guerre d'un royaume et d'un pays héroïque mais exsangue économiquement. Oui. Et puis la guerre froide qui commence, la décolonisation. La décolonisation de l'Empire britannique. Qui est énorme. Au Ghana, elle ira danser avec le président du Ghana qui dira c'est la plus belle et la meilleure reine socialiste, qui est assez... Elle va braver les interdits gouvernementaux parce que, en tant que chef du Commonwealth, elle veut maintenir un lien historique du passé, linguistique. Le Commonwealth est un ensemble absolument inouï, dans lequel il y a des républiques, dans lequel il y a des monarchies, il y a de tout, et c'est un univers qui est très très précieux pour la souveraine. Et alors, quels vont être les rapports qu'elle va entretenir avec l'oncle qui a été contraint à l'abdication du fait de sa liaison avec une actrice américaine, Wallis Simpson. Oui, vous savez, j'étais très jeune, mais j'ai croisé la duchesse de Windsor à Paris, au Ritz, dans une réception. Mon père m'a dit « Regarde cette femme qui a fait vaciller la couronne britannique. » On avait l'impression de voir, franchement, paix à son âme, mais un serpent à sonnette. Elle n'était pas jolie, elle était perverse, etc. Et lui était très faible, sous sa domination à tout point de vue. Alors, la reine va faire très attention parce que les compromissions du duc de Windsor, Édouard VIII avec le régime nazi, alors il y a une partie vraie, il y a une partie un peu exagérée, il y a la parentèle germanique lointaine, etc. Bon, le fait qu'avec son épouse, il soit reçu
par Hitler en Allemagne, évidemment, après l'abdication, aggrave tout. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est que le duc de Windsor, il était à ce moment-là Édouard VIII, prince de Galles, plutôt, en 1919, au moment du traité de Versailles, avait dit « c'est trop dur pour l'Allemagne, c'est une grave erreur ». Et là, il avait, nous le savons, raison. Il avait raison, oui. Alors, elle va être obligée de faire très attention à la fréquentation de son oncle, qui n'assistera pas, qui ne sera pas présent à son couronnement, qui le regardera à la télévision à Paris. Et elle le reverra en 1972, alors qu'il est à Paris, très malade. Elle est en visite officielle, mais elle vient voir son oncle et elle fera en sorte que ses obsèques soient le plus dignes possible. Voilà, et elle, à cette occasion, la duchesse de Windsor vérifiera sa propre tombe et trouvera qu'elle est très petite, mais ils seront tous les deux inhumés dans le carré de Frogmore sur le territoire du château de Windsor. Il a régné. Alors, c'est terrible pour les Britanniques. Il faut rappeler que l'année 1936, c'est ce qu'on appelle l'année des trois rois. George V mort en janvier. Édouard VIII, qui n'est pas couronné, il n'a pas eu le temps d'être couronné, abdique en décembre, et George VI, son frère, qui s'appelait Albert, en fait, lui succède. Donc c'était assez cauchemardesque pour l'opinion britannique. Et ça a été très loin, parce que les syndicats disaient « nous aimons la couronne, nous aimons la famille royale, mais si le roi veut épouser cette prostituée, ça nous concerne, et nous n'en voulons pas ». Donc ça a été une crise terrible. La chance de la reine, après ce cauchemar, a été de trouver en Churchill le personnage que l'on connaît. Et lui-même a été stupéfait par la connaissance des dossiers de l'État qu'avait la jeune souveraine. Parce qu'il faut rappeler aux Français, on l'oublie souvent, on parle du gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni où nous parlons. La reine étudie les dossiers et dispose depuis le 19e siècle et l'époque de Victoria, de trois prérogatives, le droit d'être informé, le droit de consulter, le droit de mettre en garde. Alors, elle conseille le gouvernement, ce qu'on oublie, c'est le gouvernement qui décide. Si la reine dit « êtes-vous sûr que ce soit une bonne décision ?», ça veut dire qu'elle n'est pas tout à fait d'accord. Nous ne saurons pas si, par exemple, elle était favorable ou hostile au Brexit. Je pense que l'européenne qu'elle était, tout en étant archi-britannique, n'était pas enthousiasmée par cette idée d'un nouvel isolement. Je vous rappelle qu'elle avait inauguré le tunnel sous la Manche avec le président Mitterrand et qu'elle avait eu la courtoisie de lui dire « Monsieur le Président », parce qu'elle était assez fascinée par sa culture, « je viendrai en France et nous repartirons dans le sens vers le Royaume-Uni ». C'était une invasion pacifique, mais dans la Rolls-Royale tout de même, dans le train. Et la reine qui adore la France et qui parle un français parfait et qui a fait plusieurs voyages officiels en France. Oui. Alors, il y a un personnage aussi qui compte forcément dans son parcours, c'est Churchill. Churchill. Alors, quels sont ses rapports avec Churchill? Eh bien, écoutez, Churchill... évidemment pendant la guerre, mais qu'elle va retrouver aux affaires. Aux affaires, au et début qui... des années 50. Sera fasciné par elle, après avoir dit elle est très jeune. Non, il a été stupéfait par sa connaissance des dossiers, j'insiste bien, ce qui permet de rappeler que lorsqu'il va abandonner le pouvoir, il va donner un dîner à Downing Street en 1955. Il est très rare que le gouvernement reçoive l'État. Il a mis sa grande tenue de chevalier de la Jarretière et un peu de travers, mais il fait un discours formidable pour la reine, qui est venue évidemment avec le prince Philippe, et il va démissionner le lendemain pour raison de santé. Et pourquoi est-ce important? Parce que c'est le seul Premier ministre sur lequel Élisabeth II, à l'heure où nous parlons, a fait un commentaire alors qu'elle ne doit pas en faire. Que le Premier ministre soit vivant ou décédé. À la BBC, elle a utilisé un mot extraordinaire pour le définir. Elle a dit « il était divertissant ». Je crois qu'on ne peut pas dire mieux, car il était assez divertissant. Elle avait une grande, grande estime pour lui, et il a été, incroyable. Voilà. Alors, Élisabeth II
a toujours travaillé beaucoup. On dit qu'aujourd'hui, son emploi du temps est allégé, mais elle continue de recevoir le Premier ministre chaque semaine. En ces périodes de Brexit, il y a des urgences aussi. Oui. J'imagine que c'est un cauchemar pour elle parce qu'elle a vécu la crainte de l'indépendance de l'Écosse. On a su, on n'aurait pas dû le savoir par David Cameron, par une fuite, que la reine avait ronronné de joie en apprenant que l'Écosse, qu'elle adore, sa mère était écossaise, où elle aime séjourner à Balmoral, etc., inaugurer les Jeux de Bréma, refusait à la majorité l'indépendance. Elle a tout fait pour rétablir les relations avec l'Irlande après les tragédies qu'on connaît, avec le Pays de Galles, qu'il ne faut pas oublier, l'investiture du prince Charles, à qui elle a fait apprendre le gallois, qui est une langue très difficile. Bref, c'est une reine très britannique, au sens large, et très européenne aussi, qui vit avec le Brexit, quoi qu'il se passe, des moments qu'elle n'a jamais vécus. Mais si on veut bien se rappeler, parmi ces émotions, outre les drames de famille, le cauchemar d'Diana, par exemple, le cauchemar de sa sœur Margaret, la reine n'y était pour rien. La reine adorait sa sœur, mais Margaret se tenait mal et on était dans un contexte très difficile de l'après-guerre. Mais lorsqu'elle apprend, dans les années 60, que Sir Anthony Blunt, conservateur de ses collections de peintures et de dessins, l'un des grands experts du classicisme français, spécialiste de Poussin, reconnu notamment par le Louvre, que cet homme qui avait été agent secret britannique du roi, George VI, est en fait un agent de Moscou. C'est un agent soviétique, oui. Un agent soviétique, c'est effrayant, qu'elle avait décoré, donc elle va le dégrader. Donc dans son entourage professionnel, elle a été très atteinte par cette guerre froide, avec les fameux 4 de Cambridge, et cette conspiration permanente de l'Union soviétique pour infiltrer les autorités, mais au plus haut niveau. Et on sera informé de cela par Madame Thatcher dans les années 70, après des menaces de l'Union soviétique de révéler certaines compromissions avec l'Allemagne. Donc, je veux dire que la reine, entre les soucis d'un chef de famille et ceux d'un chef d'État, a eu déjà, à l'heure où nous parlons, une vie incroyablement remplie, et elle a tout réussi avec un grand sens, je pense, de l'abnégation. Au moment du cauchemar d'Diana, il faut quand même préciser qu'elle a réagi en tant que grand-mère pour protéger ses petits-enfants. Ça a été très mal interprété, on le sait. Elle a mis du temps à reconquérir l'opinion jusqu'au mariage de Kate et William. Alors, pour revenir sur la période de la guerre froide, on pourrait également évoquer l'affaire Christine Keeler. Oui. Là encore. Avec Profumo, le ministre de la Défense. À l'époque du gouvernement Macmillan, je crois. Oui. On voit encore le pouvoir anglais. Oui, c'est-à-dire qu'on découvre tout d'un coup une call girl qui va poser pratiquement nue sur à califourchon sur une chaise, une photo qui va faire le tour du monde, et qui est donc la maîtresse du ministre de la Défense, mais l'ennui c'est qu'elle est aussi la maîtresse d'un agent soviétique, d'un diplomate. Donc c'est vraiment c'est très intéressant parce que les luttes entre les services, on ne parlait pas encore tout à fait de James Bond, le MI5, le MI6, enfin l'infiltration du royaume britannique par les soviétiques était je dirais un programme prioritaire, c'est évident. Et la reine a su beaucoup de choses, mais elle a dû aussi, dans l'après-guerre, elle a dû aller en Allemagne fédérale, où on évoquait à nouveau les parentèles allemandes, puisque longtemps, les rois d'Angleterre étaient allemands, Hanovre, Saxe-Cobourg. Rappelons que c'est son grand-père qui, en 1917, a choisi le nom Windsor pour effacer un petit peu la consonance trop germanique. Et la reine, en même temps, si vous voulez, moi, ce qui m'a séduit, ce qui m'a émerveillé, a constamment réussi son immersion dans la modernité tout en sauvegardant la tradition. Je veux dire que c'est la personne qui, pendant des décennies, tapait du pied droit à la mesure de la fanfare qui passe devant elle, mais c'est la même personne qui va anoblir les Beatles, chevaliers de l'Empire britannique, parce qu'elle a compris ce qu'est le Swinging London, la révolution de la mini-jupe et du collant, et qui, il y a quelques mois,
a visité le chantier du prolongement d'un tramway à grande vitesse, métro, qui va traverser Londres pour aller à l'aéroport de Heathrow, qui s'appellera la Elizabeth Line. Elle a pris soin de porter une robe qui est la couleur du logo de la ligne, n'est-ce pas, légèrement voyante, parce qu'elle est là pour être vue. Et donc cette femme qui a en effet exigé que son couronnement en 1953 soit télévisé, ce qui est une révolution, elle devient une reine de l'image, qui a ouvert le premier portail Internet et qui a fait savoir à la célèbre Meghan, il y a 1 an, qu'elle pouvait ne pas rester accrochée à son téléphone portable en sa présence. Ah oui, c'est-à-dire l'épouse de son deuxième petit-fils. Harry, voilà. Exactement. Et donc, je pense c'est formidable, cette souveraine qui a souhaité que le 4e étage de Buckingham Palace devienne une boîte de nuit le soir du mariage de Kate et William. Elle est allée passer la nuit à Windsor, c'était plus calme. Et dont l'air et l'oxygène est représenté par le prince Philippe, 97 ans, qui a eu des ennuis de voiture et qui, on le sait, a rendu son permis de conduire. On peut rappeler que la reine est la plus célèbre des sans-papiers, d'ailleurs, du Royaume-Uni, puisqu'elle n'a aucun papier et pas de permis de conduire, mais on n'imagine pas un policier dispensé. Elle conduit peu et ne dépasse pas les routes écossaises. Mais alors, il y a une question qui me paraît intéressante aussi, c'est celle de ses réactions en 1945, quand Churchill, à la surprise générale, est battu aux élections, et on voit revenir au pouvoir les travaillistes d'Atley. Alors les travaillistes avaient été au pouvoir avec Ramsay MacDonald, déjà dans l'entre-deux-guerres, mais peu de temps. Et pour quelqu'un comme Élisabeth II, qui représente à l'époque l'Empire britannique, qui est directement sorti de la meilleure tradition, cette irruption au pouvoir des masses, en quelque sorte, des travaillistes, surprenante, comment est-ce que cela a été vécu comme princesse d'abord, et ultérieurement, ensuite, comment est-ce qu'elle a vu l'arrivée au pouvoir des Harold Wilson et d'autres leaders travaillistes? Vous savez, l'importance du souverain britannique est de savoir si la décision proposée par le gouvernement est prise, est bonne ou mauvaise. Et la reine a dit qu'il soit conservateur ou travailliste ou libéral, ça n'est pas ça qui compte. Et je trouve qu'il y a une hauteur de vue assez extraordinaire à ce sujet. Alors elle a trouvé, on l'a su, très injuste que Churchill soit battu. On voulait bien de lui pour faire la guerre, mais pas pour faire la paix. Le roi George VI s'est contenté de dire dans sa réserve constitutionnelle « Quelle nouvelle, quelle surprise !» Et elle a été ravie de voir qu'il revienne. Alors, tout le monde sait que Churchill a fait rire la famille royale et le royaume lorsqu'il a raconté l'arrivée de Clément Attlee, qu'il trouvait très terne, en disant « Un taxi vide arrive devant le 10 Downing Street, M. Clément Attlee en descend. » C'était pas mal dans l'humour de Churchill. Alors, ce qui est formidable, la reine, au moment où nous parlons, on a son 13e Premier ministre. Peut-être devra-t-elle en nommer un autre ou une autre, dont un qu'elle a eu 2 fois. Et elle a tout vécu. Elle a eu des chefs de gouvernement d'essence aristocratique, d'essence populaire. Elle a tout eu avec je dirais, une constance, une curiosité et un sérieux, une conscience professionnelle. On dit encore aujourd'hui que souvent à Buckingham, lorsque la reine s'y trouve, à 11h30 du soir, minuit, c'est la fenêtre de sa chambre qui reste ouverte parce qu'elle travaille sur les dossiers lorsque quelque chose ne lui paraît pas clair. Et alors, il y a évidemment une question se pose, ce sont les relations avec Margaret Thatcher. Oui. Parce que Margaret Thatcher est la grande figure politique anglaise des années 70-80. L'erreur de Mme Thatcher, qui est une femme assez fantastique par ailleurs, est d'avoir oublié l'État et confondu l'État et le gouvernement.
Et quand Margaret Thatcher a commencé à porter des robes qui ressemblaient à celles de la souveraine, ce qui est la pire des fautes de goût, ça s'est assez mal passé. Ah bon. Lorsque elle est arrivée un week-end à Balmoral avec uniquement des petites chaussures vernies, on lui a fait comprendre que la tradition en Écosse était d'avoir des bonnes chaussures, voire des bottes pour aller se promener dans la campagne, parce que ça se fait. Elle avait l'air à côté. Et puis alors, Madame Thatcher, indépendamment de ses qualités politiques, d'énergie, d'endurance et de fermeté, oublie par exemple de rappeler à la famille royale qu'elle est la bienvenue pour les cérémonies du retour de la bataille des Falklands, où le prince Andrew, notamment, s'était couvert de gloire. Voilà. Alors, c'était très important pour la reine de famille parce qu'elle avait vécu la crise de Suez en 1956, ça n'est pas comparable, qui avait été un fiasco militaire franco-britannique à cause des Américains épouvantable, humiliant 10 ans après 1945. Et là, il y a une victoire. Elle est ce qu'elle est, mais c'est une victoire et on sait que les Britanniques sont patriotiques. Oui, mais ce n'était pas une victoire évidente à remporter. Non, ce n'était pas du tout évident là-bas. À des milliers de kilomètres. Non, dans l'Atlantique Sud. Une opération à partir de la mer. Exactement. Et Madame Thatcher oublie d'informer la souveraine et la famille royale qu'il y a une réception, etc. Alors ça s'est très très mal passé. Oui. Et la reine a continué à faire des visites d'État, etc. en la remettant en place. Et Madame Thatcher finira par reconnaître dans ses mémoires que la reine s'accomplissait parfaitement et avec honnêteté et conscience professionnelle de ses obligations. Et alors, justement, maintenant, la question d'actualité, qu'en est-il du sentiment d'Elisabeth II vis-à-vis du Brexit? Vous nous avez dit, elle est de sensibilité européenne. Que peut-elle faire? Quelle est sa capacité d'influence sur les événements qui sont en cours aujourd'hui outre-Manche? Alors, à l'heure où nous parlons, mon cher Philippe, je n'évoquerai qu'une chose qui date du 21 juin 2016, lorsqu'on a connu le résultat du Brexit. La reine, et je l'ai expliqué à certains de vos confrères, n'a dit qu'une phrase courte. « Je suis toujours là ». Ce qui est d'une densité, d'une sobriété, c'est incontestable, mais on comprend très bien que ça voulait dire qu'elle était désespérée par la désunion et l'idée que l'Angleterre redevienne, si je puis dire, une île, n'est-ce pas, et qu'on se replie, etc. Ce référendum a eu comme motivation un réflexe identitaire, on peut vraiment le dire. Donc je pense que la reine est certainement, à l'heure où nous parlons, quand on ne connaît pas les détails de la mise en pratique, très malheureuse et que c'est la pire chose qu'elle pouvait vivre, et Dieu sait si elle en a vécu. Merci beaucoup Jean Descartes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Élisabeth II, la reine, aux éditions Perrin.